bienvenue dans ce webinaire, donc les règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel pour les CFA et les apprenants. Voilà, on va attendre que quelques secondes que tout le monde puisse bien se connecter. Vous êtes sur le webinaire organisé par le réseau des Cariforef, donc sur une demande de la DGEFP. Je suis Christophe Croze, chargé de mission au Cariforef de Nouvelle-Aquitaine, Cap Métier Nouvelle-Aquitaine. Alors, nous allons débuter ce webinaire-là, hein. Vous venez en tout cas de toute la France, en métropole et en outre-mer, et vous êtes assez nombreux. Vous êtes plus de 900 inscrits à ce webinaire. Ce webinaire, en tout cas, intervient dans le cycle de différents webinaires qui sont organisés par les différents Cariforef. Et je vais donc laisser la parole dans quelques secondes à Cécile Réveil-Dongradi, hein, du réseau des Cariforef. Juste avant, quelques éléments concernant les consignes de bienséance, hein, sur ce webinaire-là. Comme vous pouvez le voir, en tout cas, les micros sont coupés, ainsi que les caméras, hein, pour laisser suffisamment de flux pour pouvoir que ce webinaire-là soit une bonne définition, on puisse tous en tout cas entendre. Et je vous invite à participer. Vous pourrez poser vos questions, hein, sur le chat, donc de ce webinaire-là. N'hésitez pas à intervenir. Sur chacune des interventions, nous ferons remonter, donc mon collègue Yves Mesplé est à la manœuvre, en tout cas pour pouvoir faire remonter vos questions, vos remarques du chat sur les différentes interventions. Voilà sur le fonctionnement. Et également notre collègue, hein, qui sont en appui au niveau technique, au niveau de Cap Métier Nouvelle-Aquitaine, qui sont également en appui sur le volet technique. Je vais laisser la parole donc à ma collègue Cécile Réveil-Dongradi du réseau des Cariforef. Cécile, est-ce que tu nous entends? Oui, oui. Tu voulais pas Oui. présenter tout le monde d'abord? Alors, si, pardon. Oui, oui, je vais Comme tu veux. présenter d'abord, oui, le déroulement du webinaire. Merci, Cécile. T'en prie. Donc, après l'introduction de Cécile Révet-Dongradi du réseau des Cariforef, Pierre Fabre de la DRETS Nouvelle-Aquitaine interviendra en introduction. Ensuite, nous aborderons la question de la sinistralité et des exemples de prévention par Cécile Clément-Farou de la CARSAT Nouvelle-Aquitaine. Nous aborderons ensuite les moyens du système d'inspection avec Monsieur Fabien Grandjean de la DRETS Nouvelle-Aquitaine, la surveillance médicale des apprentis par l'intervention de Florence Fernet de la DRETS Nouvelle-Aquitaine, et enfin la question de la prévention par le plan santé au travail par l'intervention de Marie-Christelle Granet de la DRETS Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Je laisse la parole à Cécile Réveil-Dongradi du réseau des Cariforef, qui va permettre, en tout cas, de présenter le contexte de l'organisation de ce cycle de professionnalisation des Cariforef. Cécile, à toi. Merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Merci aussi au Cariforef Cap Métier Nouvelle-Aquitaine et aux partenaires qui ont participé à la construction de ce webinaire. Je sais que c'est beaucoup de travail, donc merci à vous. Je ne vais pas être très longue, je vais juste vous partager quelques éléments de contexte qui expliquent ce projet professionnalisation des CFA que nous vous proposons depuis l'an dernier, en fait, avant qu'on ne rentre directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire tout ce que vous a présenté Christophe. Donc, si on remonte aux origines du projet en 2022, il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, hein, une forte ambition de l'État de maintenir un haut niveau de qualité de l'apprentissage dans un contexte de croissance des effectifs qui ne se dément pas. En parallèle de ça, les CFA se sont inscrits eux aussi dans une démarche qualité, donc Calliope, ce qui a engendré une montée de préoccupation de la qualité pour tout le monde. Euh, la mission alternance et accès aux qualifications de la DGEFP et le réseau des Cariforef se sont posé la question de l'exercice par les CFA des 14 missions qui leur ont été conférées par la loi de 2018 et donc, d'une façon générale, leur appréhension de ces 14 missions et des besoins qu'ils pourraient en avoir, soit en matière d'outillage ou bien d'accompagnement ou de professionnalisation.
Donc, on a lancé une petite enquête et les résultats ont été très parlants. C'est-à-dire qu'on a vraiment noté l'expression d'un fort besoin d'accompagnement autour de ces 14 missions. C'est pourquoi la DGEFP et RCO, le réseau des Cariforef, ont eu à cœur de construire un projet qui tend à remplir 3 objectifs. Le premier, bien sûr, c'est outiller les CFA sur ces missions. Le second, c'est rendre visibles et accessibles de manière facile les ressources et les outils qui existent sur ces missions. Et enfin, plus globalement, de permettre au CFA d'atteindre un socle commun de connaissances et de compétences sur ces 14 missions. Donc, le projet, qui est donc issu du partenariat entre la DGEFP et RCO, se déploie sur 2 axes. Le premier axe consiste en la mise en ligne d'une plateforme avec des kits ressources animés sur les missions des CFA. Donc, il y a des kits nationaux qui sont réalisés par RCO et la DGEFP avec des partenaires qui sont experts sur les missions et les thématiques abordées. Et en complément de ces kits nationaux, les Cariforef réalisent des kits régionaux qui mettent en évidence les ressources, mais aussi qui sont très ancrés au niveau régional pour mieux vous outiller régionalement. Donc ça, c'est le premier axe, et ça, vous l'avez en ligne sur notre site. Le second axe consiste donc en un programme annuel de webinaires nationaux sur les missions ou les thématiques qui sont comprises dans les 14 missions. Donc, en 2023, il y a déjà eu 5 webinaires qui ont porté sur le handicap, l'égalité homme-femme, la mixité, la diversité, l'illettrisme. En 2024, il y a eu un premier webinaire donc en mars dernier sur la mobilité internationale. Il y en a eu ensuite un sur les droits et les obligations des apprentis. Et donc, si vous avez raté ces 2 webinaires précédents, vous avez les replays sur notre site et les supports. Donc, vous pouvez toujours aller regarder ça. Et pareil, aujourd'hui, le replay sera mis à disposition ensuite. Donc, il n'y a aucun problème. Et donc, aujourd'hui, on vous accueille pour ce 3e webinaire qui, j'espère, vous plaira. Et je laisse la parole à notre collègue de la DGEFP, de la DRETS, pardon, et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Oui, alors, merci Cécile. Je vais laisser la parole à Monsieur Fabre, Pierre Fabre, hein, qui directeur régional adjoint de la DRETS Nouvelle-Aquitaine et responsable du pôle travail. Monsieur Fabre, c'est à vous. Merci. Alors, bonjour, mesdames, messieurs. Alors, peut-être rappeler, même si je suppose que la plupart d'entre vous le savent, que la DRETS, donc la Direction régionale de l'emploi, de l'économie du travail et des solidarités, dont j'assume effectivement la direction du pôle travail. Alors, nous avons eu cette proposition d'intervenir sur ce sujet-là de la santé, sécurité, l'accompagnement, en tout cas sur ces thèmes-là des apprentis, la réponse a été immédiatement positive de notre part parce que côté DRETS, avec nos collègues de la CARSAT, mais aussi d'autres institutions qui s'occupent des questions de santé-sécurité, on a le constat que l'on peut faire, c'est qu'on a un réel enjeu concernant les jeunes travailleurs, singulièrement les apprentis. Alors, quand je dis un réel enjeu, c'est-à-dire qu'on peut voir sur le terrain tout un ensemble de situations très problématiques à la fois sur des choses peut-être moins prégnantes comme des questions de formation, à des aspects, le tout étant lié, à des aspects beaucoup plus extrêmes. Je fais référence évidemment aux accidents du travail et notamment aux accidents du travail mortels. On en a quelques-uns malheureusement sur le territoire national qui concernent notamment des apprentis. Donc, véritablement de réels enjeux. Donc, la réponse évidemment a été très positive. Après, derrière, ce qui est important de savoir, c'est que comme on parle du pôle travail, nous on voit les aspects qui ont trait directement aux relations de travail sur le terrain, la façon dont ça se passe singulièrement dans les entreprises, côté CFA c'est un peu spécifique, et on pense très clairement que sur ces sujets-là, on a à agir par des biais extrêmement concrets. C'est pour ça que dans les interventions qui vous sont proposées et qui ont été décrites tout à l'heure, présentées tout à l'heure, outre évidemment les aspects sinistralité, notamment extrêmement importants par la CARSAT, l'intérêt aussi des interventions du Polté, c'est essayer de donner un aperçu euh, plus, j'allais dire, général sur des questions très prégnantes, comme ce qui se passe notamment
au niveau du système d'inspection du travail, qui est l'un des services les plus importants du champ de travail, aussi bien en région qu'en département, avoir aussi l'aspect surveillance médicale qui nous paraît essentiel, évidemment par l'un de nos médecins inspecteurs du travail, le docteur Fernet, et puis aussi qu'on puisse parler d'un plan dont vous avez peut-être entendu parler, qui n'est pas une nouveauté dans le paysage institutionnel, le plan santé au travail, et un certain nombre d'aspects qui intéressent directement ces travailleurs. Donc on espère qu'à travers les différents échanges que nous pourrons avoir, les questions que vous pourrez poser sur ces questions-là, nous pourrons clairement avancer parce que, je le répète, il y a un enjeu majeur concernant ce jeune public et il y a des situations que l'on ne peut pas ou que l'on ne peut plus tolérer lorsque ces jeunes viennent, comme l'on dit, sur le marché du travail. Il y a vraisemblablement un certain nombre de points sur lesquels il faudra que collectivement nous nous améliorons. Voilà, je n'en dirai pas plus sur ces différents éléments et qu'on va vous développer donc, tout au long de cette séquence. Merci, Monsieur Fabre. Maintenant, donc, va intervenir Cécile Clément-Farou, qui ingénieur conseil, responsable du service formation, département des risques professionnels à la CARSAT. Cécile, oui, c'est à vous. Merci beaucoup. Bon, bonjour à tous. Donc, Cécile Clément-Farou, donc responsable du service formation à la CARSAT Aquitaine. Donc, je représente notamment l'assurance maladie risque professionnel, c'est-à-dire la branche accident du travail, maladie professionnelle de la sécurité sociale. Nous sommes donc la branche qui indemnisons les victimes d'accidents du travail, y compris les apprentis, calculons également la cotisation associée et qui réalisons des missions de prévention pour réduire ces mêmes accidents du travail. Dans le cadre de ces missions, nous avons notamment des missions dirigées vers la formation initiale et notamment des actions vers l'enseignement supérieur, mission que nous partageons avec l'INRS, qui est notre tête de file sur ce sujet. Je vais donc commencer mon propos avec des exemples d'accidents de travail qui ont touché des jeunes travailleurs. Comme vous l'avez compris, les accidents du travail sont au cœur de notre métier. Le premier accident dont je voulais vous parler, rassurez-vous, ce sera bref, c'est un accident du travail qui est intervenu à un apprenti de 21 ans qui était dans une chaudronnerie depuis 2 mois et qui a été retrouvé décédé dans cette cuve en acier dont vous avez la photo. Dans cette cuve en acier, il assistait le soudeur, un salarié soudeur, en tenant une canne d'inertage qui visait à envoyer un gaz protégeant la soudure. Le jeune travailleur était dans un compartiment différencié du soudeur et seul un de ces compartiments était ventilé et pas son compartiment. À cela se rajoutait la difficulté que la cuve en acier est rotative, si bien que ça a enfermé l'argon, euh, ça a piégé l'argon dans le compartiment du jeune apprenti. Ça s'est substitué à l'air et l'apprenti en est décédé. Hop. Le deuxième exemple que je voulais vous partager, c'est un accident qui a eu lieu dans un entrepôt logistique, pareil, avec un jeune travailleur qui était en poste depuis un peu plus d'un mois, qui était affecté à une double mission, à la fois une mission de préparateur de commandes, de picking avec un transpalette, et qui avait une autre mission également de conducteur de gerbeur, de cariste, avec un engin tel que vous le voyez sur la photo. Ce jeune travailleur évoluait donc dans un entrepôt de stockage avec des racks, comme vous le voyez sur la photo, sur plus de 5 niveaux. Ce jeune travailleur donc s'est décédé suite à l'effondrement de racks de stockage. Il avait entendu un peu des signaux, des bruits, si bien qu'il était allé se protéger dans une des alvéoles des racks de stockage. Ça n'a pas suffi, parce que l'ensemble lui est tombé dessus. Alors, ces deux exemples, dans ces deux exemples-là qui sont dramatiques, qui ont touché du coup des très jeunes travailleurs, parce qu'ils étaient dans l'entreprise depuis 1 ou 2 mois. Alors, il y a clairement des défaillances des deux entreprises d'accueil. Ça, je ne remets pas du tout ça en question. Néanmoins, il y a quand même un paramètre qui arrive régulièrement, c'est que à condition égale, à condition délétère égale, tel qu'on le voit dans ces exemples-là, l'accident il survient plus facilement vers le jeune. De manière générale, lorsqu'on regarde nos chiffres, on a 2 fois plus de taux de fréquence, 2 fois plus de sinistralité chez les jeunes travailleurs âgés entre 18 et 25 ans. Ils ont une probabilité d'avoir 2 fois plus d'accidents que les plus anciens travailleurs, donc au-delà des 25 ans. Donc, il y a à la fois un paramètre de fréquence sur les jeunes travailleurs et les apprentis, mais il y a également un paramètre de gravité. Lorsqu'on regarde les accidents graves ou mortels, alors nous, on entend grave par
aboutissant à une incapacité permanente, on observe que 15% de ces accidents graves ou mortels arrivent dans les premiers mois d'embauche d'un salarié, donc dans son arrivée dans l'entreprise. Si on étend un petit peu cette période, si on regarde une période de 1 an, eh bien, c'est près d'un quart des accidents du travail qui concernent les salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise. Alors, face à ces chiffres qui sont préoccupants, se pose la question du coup, mais pourquoi est-ce que ça touche plus facilement les jeunes travailleurs? Et donc, l'INRS a fait une étude épidémiologique, en 2018, c'est-à-dire une étude qui a étudié deux cohortes, hein. Une cohorte de jeunes ayant eu une formation en santé-sécurité et une cohorte de jeunes n'ayant pas eu de formation en santé-sécurité pendant leur scolarité. Et la comparaison de ces deux cohortes a mis en évidence qu'il y avait 2 fois moins d'accidents de travail chez les jeunes qui avaient eu une formation en santé-sécurité pendant leur cursus de formation initiale. Donc, ça a renforcé pour nous la pertinence de l'intégration de modules santé-sécurité, de formations spécifiques pendant ce temps d'acquisition, pendant ce temps des formations initiales. Alors, qu'est-ce qu'on entend du coup par formation en santé-sécurité? Avec l'INRS, on pilote un dispositif de démultiplication qui permet de faire passer des certificats, des qualifications aux salariés et aux futurs salariés. Donc, c'est tous ces petits logos que vous voyez à l'écran, hein. Ça peut être sauveteur secouriste du travail, PRAP, CATEC, échafaudage, AIPR, CACES, etc. Il s'agit de dispositifs qui sont rentrés progressivement dans les diplômes de l'enseignement professionnel. C'est-à-dire que l'INRS intervient dans les commissions lorsqu'il y a une rénovation des diplômes pour intégrer ces certificats et ces qualifications. À noter que ces diplômes, hein, ces formations permettent aux jeunes, évidemment, d'acquérir des compétences professionnelles, hein, que ce soit conduire un engin ou monter un échafaudage, mais chacune de ces formations dispense quand même la compétence de repérer les situations dangereuses, de s'en retirer et d'alerter sa hiérarchie. Donc, il y a un socle de base dans ces formations qui permet aux jeunes de se poser la question de qu'est-ce que c'est une situation dangereuse, d'éventuellement changer les préjugés, changer son regard là-dessus et être en mesure de s'en écarter, de se poser des questions, voire d'alerter son tuteur ou son employeur, voire son enseignant. Pour que ces qualifications soient dispensées, il y a tout un circuit de coup qui doit se mettre en œuvre. Ça nécessite que les enseignants, qui sont du coup les personnes qui vont faire passer ces certificats, soient elles-mêmes formées. Donc, il faut que les enseignants puissent avoir des formations de formateurs, elles-mêmes dispensées par des formateurs de formateurs qui sont eux-mêmes formés à l'INRS. Donc, il faut aussi dégager ce temps-là nécessaire pour que le circuit de formation se fasse. Certaines de ces qualifications nécessitent également du matériel, une plateforme pédagogique. Donc, qui a à acquérir, qui a à louer, qui a à entretenir. Et ça, c'est un point très important parce que sachez que le matériel qui est utilisé en CFA ou en lycée professionnel devient ensuite la référence pour les jeunes. Ils ont appris à travailler avec ce matériel-là, qu'on espère correspondre au référentiel, et de telle sorte, ils deviennent aussi les ambassadeurs de bonnes pratiques lorsqu'ils rentrent dans les entreprises. Alors ça, c'est donc les qualifications qui sont fonction des différents diplômes professionnels. Vous avez ici la liste, donc les 2 liens qui vous permettront de les retrouver. On a également d'autres outils qui peuvent être déployés dans les CFA. Un autre outil phare, c'est l'outil TutoPrev. TutoPrev, c'est des brochures à la fois papier et interactives avec 2 volets, un volet pédagogie pour l'enseignant et un volet accueil pour l'entreprise, mais qui peut aussi être utilisé par l'enseignant. Ces brochures-là concernent différents secteurs d'activité, donc vous avez la liste qui s'affiche à l'écran. Cette démarche-là est basée, alors je pense que ça va vous dire quelque chose en les projetant à l'écran, c'est basé sur ces fameuses planches à dessin ou formulaires ou autres formulaires dans lequel on travaille avec le jeune à repérer des situations dangereuses sur cette planche à dessin, de repérer le risque, de repérer les situations dangereuses et de chercher des mesures de prévention qui permettent de les prévenir. Il y a évidemment une correction, un côté enseignant qui permet du coup de faire chercher, de faire découvrir aux jeunes les solutions adéquates. Il y a aussi une version interactive en ligne qui peut être projetée directement en salle. Les tutoprev peuvent être aussi utilisés en entreprise pour accueillir le jeune, peuvent être utilisés par le tuteur pour accueillir le jeune
pour vérifier son niveau et vérifier justement qu'est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il connaît bien les mesures de prévention, et ça peut permettre également à l'entreprise d'accueil de progresser sur ce sujet. Pour arriver à s'en servir, il y a une chaîne YouTube dont vous aurez via le diaporama le lien, où vous avez une dizaine de vidéos qui expliquent la démarche et qui montrent des exemples d'utilisation à la fois en lycée et en CFA, mais également en entreprise. Ça peut vous donner ça peut vous donner des idées d'utilisation dans les séquences pédagogiques des enseignements. Autre outil que nous proposons également, c'est le site Mortel ton taf. Donc, c'est un site créé par l'INRS qui met en scène une humoriste, Irène Reg, que vous connaissez peut-être. C'est des petites vidéos, des petites scénettes associées à des quiz en ligne. Ces scénettes peuvent être directement utilisées également dans l'enseignement parce qu'elles visent à faire réfléchir le jeune sur ses idées reçues, sur ses préjugés, sur ses freins, ses blocages justement à respecter des consignes de sécurité parfois. Donc ça permet de lancer le débat dans une salle de classe et de vérifier les acquis avec les questionnaires en ligne. Autre outil également disponible, c'est le site NAPO. Donc c'est un projet européen qui regroupe les différentes agences en santé au travail d'Europe, qui met en scène un petit personnage humoristique, donc qui ne parle pas. Donc ça permet d'être utilisé dans tous les pays du monde. Et donc il se met en scène dans différentes situations professionnelles. Le site NAPO a un volet pour les enseignants. Donc ça veut dire qu'il y a des vidéos qui sont spécifiquement fléchées pour les enseignants et associées à des déroulés pédagogiques, c'est-à-dire qu'ils montrent une façon dont peut être utilisée cette vidéo pour une utilisation en cours. Vous aurez aussi le lien dans le diaporama. Et enfin, dernier outil là, qui va concerner plutôt les CFA qui relèvent du BTP, vous avez aussi plein de ressources sur le site de l'OPP de BTP dont je le remercie, avec notamment un espace formateur et enseignant dans lequel on retrouve tous les kits qui peuvent être utilisés. Il y a notamment aussi des challenges qui peuvent être mis en place dans les établissements, notamment le challenge 100 minutes pour la vie, qui permet justement d'aborder le sujet de la santé et sécurité de manière ludique. Ça permet du coup de faire adhérer les jeunes avec un peu plus de facilité. Voilà pour les exemples de différents outils qui peuvent être utilisés en CFA. Nous tenons à la disposition en fin de webinaire si vous souhaitez échanger là-dessus. Je laisse la parole à Monsieur Grandjean. Merci Cécile Clément Farou. Alors peut-être des questions voir ensemble s'il y a quelques questions sur votre intervention. Yves, est-ce qu'il y a des questions dans le chat concernant l'intervention de Cécile Clément Farou? Ah, Alors, je vois que tu as des questions, mais c'est des questions assez précises sur les certifications INRS. Euh, Vous parlez, donc il y a un des auditeurs qui parle de l'outil OGELI. Il faut savoir qu'il y a deux outils de gestion des formations. Il y a à la fois un outil pour l'enseignement pour la formation initiale qui s'appelle OGELI et un outil pour la formation continue, donc pour les professionnels, qui est sur Fortrev. Les CFA, souvent, parfois utilisent les deux ou utilisent un des deux. Il y a effectivement des contraintes des critères qui sont parfois différents entre les deux. On est plus souple avec la formation initiale qu'avec la formation continue pour les entreprises. C'est ce qui fait parfois les différences et vous les comprendrez. alors, très bien, c'est parce que je partage l'écran, donc je ne vois pas les questions du chat. Mais Cécile Clément Farou, hein, voilà, si vous voyez des interventions, euh, n'hésitez pas à intervenir. Juste pour préciser en tout cas sur le diaporama d'ensemble, parce que il y a pas mal de ressources que vous avez présentées qui sont très intéressantes. Donc ces ressources-là, le diaporama seront bien sûr ou seront envoyées. Donc toutes les personnes inscrites en même temps que le replay du diaporama et avec le diaporama seront transmis. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Christophe, tu m'entends? Oui, Il y a une autre question oui, merci. qui dit, est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour les maîtres d'apprentissage? Alors, des formations spécifiques pour les maîtres d'apprentissage. Alors, il n'y a pas de référentiel propre pour les maîtres d'apprentissage, enfin, pas chez nous du moins. On n'a pas une formation bimultipliée qui s'adresse à tous.
Par contre, on renvoie souvent sur les formations de base, hein. Sachez que dans chaque entreprise doit désigner un salarié désigné compétent qui doit partir en formation. C'est typiquement une formation. Alors là, par contre, nous, qu'on propose, hein, via notre dispositif de démultiplication de 3 jours, qui permet d'acquérir les bases aussi en prévention et qui permet justement d'être en mesure d'accueillir un apprenti. Merci. Une autre question. Oui. Qu'en est-il pour les apprentis de la fonction publique territoriale? Alors, si, il y a beaucoup d'échos hein, sur l'intervention, mais j'ai entendu, est-ce qu'il y a quelque chose pour les apprentis de la fonction publique territoriale? C'est bien ça? Alors, en théorie, dans le cadre de l'apprentissage, hein, en CFA, c'est pareil, hein, éventuellement, c'est des choses que je peux, si c'est très précis, redemander à l'INRS, mais ça fonctionne également via Ogili vers ces mêmes dispositifs. Ils sont ouverts à tous. Oui, il n'y a pas de distinction particulière, hein. Toutes les ressources sont pour l'ensemble des apprentis, quel que soit le secteur d'activité, Il y a des voies privé, différentes fonction pour se faire publique. habiliter, mais ça renvoie après vers les mêmes référentiels. Et Oui, une très dernière bien. question. Oui. L'illettrisme est-il identifié comme un facteur d'accidentologie? Alors, c'est pas un paramètre que l'on arrive à tracer, hein, dans la déclaration d'accident du travail. Il n'y a pas savez-vous lire ou pas, quoi. Donc, c'est pas quelque chose que nous, on peut tracer avec nos données de sinistralité. Ça peut être un bon sujet de recherche. Voilà. En tout cas, alors merci pour vos interventions. Juste pour vous préciser aussi il y aura une foire aux questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, même si sur ce temps-là de webinaire, on ne pourra pas reprendre toutes les questions, mais on fera une petite synthèse, en tout cas sur une foire aux questions qui vous seront transmises donc à la fin qui vous seront transmises un petit peu plus tard, hein, avec les ressources que l'on transmettra. Voilà. Merci Cécile Clément Farou pour votre intervention. Je vais laisser la parole à Fabien Grandjean, hein, de la DRETS Nouvelle-Aquitaine, sur la question des moyens du système d'inspection du travail. Fabien Grandjean, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, je vais tenter de faire dérouler le. Ah, j'ai pas la main apparemment. D'accord. Euh, si quelqu'un Alors, peut. je vais le faire passer. Allez-y. Très bien, merci beaucoup. Voilà, bon. Donc, tout d'abord, hein, merci à Cécile hein, Clément-Farou qui a fait une bonne entrée en matière et qui a montré à quel point les jeunes étaient peut-être plus exposés que certains autres travailleurs, et puis les apprentis en particulier. Je vais rapidement hein, essayer de fixer en introduction les enjeux hein, pour le ministère du Travail, donc de la santé et des solidarités, pour qui, bien sûr, la santé et la sécurité des jeunes, de manière générale, au travail, est une préoccupation majeure. Alors, c'est une préoccupation majeure, tout d'abord, pour assurer l'insertion professionnelle des jeunes. Hein, et je remercie tous les professionnels qui sont réunis autour de ce webinaire de justement s'intéresser à cette question et d'y participer. Et puis, c'est également pour le ministère du Travail un enjeu fort de répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée. Et vous savez qu'en ce moment, la situation du marché du travail est plutôt tendue sur tout un tas de métiers qualifiés pour lesquels on ne trouve pas de compétences. Alors maintenant, répondre à la question des règles applicables en matière de santé et de sécurité en apprentissage, finalement, ça serait un peu compliqué hein, de dérouler la litanie des textes du Code du travail qui s'appliquent. Parce que finalement, en matière de santé et de sécurité, tous les textes s'appliquent. Je dirais même les circulaires, les textes qui ne sont même pas codifiés et qui fixent donc le cadre réglementaire de la prévention des risques, puisque nous, on préfère parler de prévention des risques plutôt que de répression, mais même si, on va le voir dans mon exposé, on y arrivera. Ce que je voulais montrer à travers ce graphique et ces courbes qui ont été publiées par la DARES à la fin 2023, début 2024, la DARES étant une direction statistique du ministère du Travail, c'est l'effet clairement exponentiel, alors exponentiel, c'est le mot peut-être un peu fort, de la loi de septembre 2018, choisir son avenir professionnel, qui a vu avec un petit frémissement en 2018, une accélération en 2019 des entrées en apprentissage et donc des contrats d'apprentissage en cours. Donc, vous imaginez que plus il y a d'apprentis, quand on double quasiment le nombre d'apprentis, puisqu'on atteint aujourd'hui un stock de 1 million d'apprentis, plus mécaniquement, on génère des situations potentielles de risque. Donc, le ministère du Travail est impliqué à plusieurs titres. Hein. Tout d'abord, au titre du contrôle administratif et financier. Ça, c'est plutôt les services du SRC qui sont les services de contrôle et de recherche de la formation professionnelle.
Ils sont également, par l'intermédiaire donc, de la DGEFP et des ministères certificateurs, impliqués dans les contrôles pédagogiques. Et ils le sont surtout, et c'est la partie que moi je vais développer, au titre de la santé et de la sécurité au travail, par l'intermédiaire des services d'inspection du travail. Et notamment donc du site, le système d'inspection du travail dont vous avez parlé déjà, M. Fabre. Pour répondre à ces problématiques donc, de santé et sécurité, évidemment, nous, ce que nous préférons, c'est prévenir les situations, et donc c'est faire de la prévention de manière à ne pas avoir à rencontrer les situations dangereuses. Et pour ça, on a un outil qui est un outil assez récent, qui s'est développé à partir de 2015, qui est la déclaration de dérogation aux travaux réglementés. Donc, il faut savoir que concernant l'exposition des jeunes au risque au travail, le Code du travail prévoit une limite très claire à partir de l'âge de l'apprenti ou du jeune. Et donc, après 18 ans, on n'est plus un jeune travailleur et il y a moins d'obligations qui s'imposent en termes de surveillance, on va dire. Par contre, concernant la situation des apprentis, on a toujours les mêmes moyens, mais je vais le développer. Donc, cette déclaration de dérogation, alors, vous avez quand vous cliquez sur dérogation, vous pouvez aller sur le site du ministère qui recense ce que c'est qu'une déclaration de dérogation. C'est un élément très important pour nous parce que non seulement il recense les travaux interdits, mais par le biais de cette dérogation qui deviennent réglementés, et donc permettent non seulement à l'inspection du travail d'avoir un regard, puisque cette déclaration est adressée, d'avoir un regard sur les risques auxquels sont exposés les jeunes, mais en plus, il permet à l'employeur de faire lui-même, entre guillemets, une sorte d'évaluation des risques en recensant les différents risques auxquels il va exposer l'apprenti. Donc c'est un élément très important qui n'est pas uniquement un élément déclaratif, mais un élément vraiment d'évaluation des risques et qui est un outil également pour l'employeur. Il peut l'être également pour les chefs d'établissement, puisque cette déclaration doit être faite également par les chefs d'établissement ou de CFA, dès lors qu'ils exposent eux-mêmes les apprentis à des situations de risque. Donc, en relation avec cette déclaration de dérogation, qui n'est pas, alors il faut le savoir quand même, toujours adressée à nos services, ce qui me permet de relativiser nos capacités d'action et de connaissance de ce qui se passe en entreprise. Nous avons des procédures assez fortes, et notamment une procédure de retrait qui concerne tous les jeunes travailleurs. Si on pouvait revenir sur la slide précédente, s'il vous plaît. Voilà, c'est la procédure de retrait. Cette procédure de retrait, elle est assez récente également, puisqu'elle est le fruit d'une ordonnance de 2016, et elle permet pour les agents de l'inspection du travail, et notamment pour les inspecteurs du travail, de retirer donc un jeune d'une situation dangereuse pour les travaux purement et simplement interdits, comme c'est le cas dans la première case du tableau, ou pour des travaux qui sont réglementés et pour lesquels il peut très bien y avoir une procédure, une déclaration de dérogation, mais qui exposent quand même à un danger grave et imminent. Et donc, à ce titre-là, l'inspecteur du travail pourra, sur constat de la situation, délivrer un CERFA qui retire de la situation, c'est comme pour les travaux classiques, on va dire, pour retirer une situation de danger grave et imminent. Et cette déclaration pourra être suivie en fonction de la réponse de l'employeur à la situation, soit d'une décision de reprise, soit une décision de refus de reprise, qui peut aller jusqu'à la rupture du contrat. Voilà. Donc ça, c'est une première mesure assez forte et qui concerne, je le répète, tous les jeunes, quel que soit leur statut dans l'entreprise, y compris les stagiaires. Et donc ça, c'est vraiment un élément important pour nous. La deuxième procédure à la main de l'inspection du travail et des services de l'inspection du travail, c'est la procédure d'opposition à engagement d'apprenti, qui est une procédure assez efficace, elle aussi, puisqu'elle permet donc aux agents de contrôle, sur constat, toujours pareil, de non-respect des obligations liées au contrat d'apprentissage. Alors là, on ne vise pas des situations de danger, mais des situations de non-respect du contrat d'apprentissage. Ça peut être le suivi par un maître d'apprentissage, ça peut être le non-respect de la durée du travail, ça peut être le non-respect de la visite médicale dont on parlera, enfin du suivi médical, pardon, dont on parlera. Voilà, tout un tas de règles qui entourent le contrat d'apprentissage et qui permettent donc, vous le voyez avec la décomposition de la procédure, d'aller là encore jusqu'à une situation de non-reprise du travail, pardon, pas de non-reprise, puisqu'il n'y a pas forcément une suspension du contrat, mais en tout cas de retrait, de rupture du contrat pardon, de l'apprenti, et également
d'opposition à l'engagement de futurs apprentis. Ça, c'est important en fonction des manquements constatés. Donc, bien sûr, c'est avec, un regard, bien sûr, proportionné que ces mesures sont prises. Donc, on peut avancer si vous voulez. Voilà. La troisième procédure qui est à la main donc, des services de contrôle et qui est une procédure, elle aussi, très forte, c'est la procédure donc d'urgence de suspension du contrat d'apprentissage. Alors là, on est vraiment sur le constat d'une situation de mise en danger et qui est donc liée à des risques sérieux d'atteinte à la santé, à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti. Donc c'est finalement assez large et ça peut concerner beaucoup de situations de travail. On parle bien sûr de l'intégrité physique, mais également morale, vous voyez. Vous verrez, on aura peut-être le temps en fin d'exposé de dire ce que ça peut relever, ce que ça peut recouvrir. Alors là, c'est pareil, hein, le déroulé de l'enquête, hein, vous voyez, il est assez rapide, puisque au bout de 15 jours, entre le constat fait de la situation anormale, on va dire, et la décision du DRETS. Ah oui, j'ai oublié de dire que sur la procédure d'opposition, c'était un pouvoir du préfet qui est souvent délégué au directeur départemental de l'emploi et du travail. Et dans la procédure de suspension, c'est un pouvoir du DRETS, donc du niveau régional, qui lui-même peut déléguer au niveau départemental. Donc, il se passe 15 jours, donc ça va très vite. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais en tout cas, sachez que ce sont des procédures vraiment très efficaces et qu'on peut actionner facilement. Alors, la solution de la situation juridique concernant ces apprentis, elle est toujours la même. L'apprenti ne doit pas subir de préjudice du fait qu'on ait actionné ses moyens. Et en règle générale, ce qui est prévu, c'est que la rémunération est maintenue et tous les bénéfices liés donc, au contrat, normalement, doivent être maintenus. J'ajoute que les jeunes peuvent également, les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, hein, qu'ils aient 18 ans ou plus, peuvent aller devant le Conseil des prud'hommes pour faire reconnaître d'autres droits en cas de non-prolongement de la durée du contrat. Sachant que la rémunération, c'est celle qui aurait été versée si le contrat avait dû se prolonger. Donc ça peut être une pénalité très lourde pour l'employeur. Ce qui, bien sûr, peut valoir beaucoup de recours concernant cette mesure. Et alors, le point commun aux deux procédures, opposition et suspension, c'est bien sûr le fait que l'apprenti a quand même l'obligation, mais ça, vous l'avez sans doute vu lors du précédent webinaire, a l'obligation de continuer à se rendre au CFA, on va simplifier, et donc de suivre les cours, quitte au CFA à trouver un nouveau lieu d'apprentissage. Voilà. Donc ça, c'est les trois principaux moyens. Alors maintenant, on peut se poser la question, oui, d'accord, c'est très bien, tous ces moyens, mais l'inspection du travail n'est pas seule, on l'a vu, la CARSAT intervient, et puis il y a d'autres préventeurs qui interviennent. Et je dirais que finalement, le nouveau panorama des intervenants en matière d'apprentissage, ben, finalement, constitue une équipe, on va dire, qu'on espère gagnante pour la santé et la sécurité des jeunes. Pourquoi? Parce que vous le constatez, l'inspection du travail ne peut pas être partout, elle n'a pas forcément l'information, je vous le disais pour la déclaration de dérogation, et puis elle n'a pas forcément les informations, bien qu'elle puisse recevoir beaucoup d'informations, elle n'a pas forcément les informations. Et c'est là où donc on doit quelque part constituer une équipe qui de toute manière est un peu contrainte par les textes, je dirais. Au-delà du fait que l'inspection d'apprentissage a été entre guillemets, supprimée par la loi de 2018. De nouveaux dispositifs ont été mis en place, notamment sur le contrôle pédagogique, qui permettent d'actionner soit par les ministères certificateurs, soit par les OPCO, enfin les OPCO, pardon, des mesures d'enquête et donc des préconisations pour le respect des référentiels notamment. Eh bien, le code pénal prévoit, ou de procédure pénale prévoit déjà pas mal de choses concernant l'information les informations qui doivent être remontées et faites au service de contrôle ou à la justice, en tout cas. Et là, vous voyez, donc j'ai mis synthétiquement et très schématiquement, je vois que la modif n'a pas été faite sur la dernière cellule en haut à droite concernant les crimes, où vous avez donc tout d'abord la possibilité pour l'apprenti ou ses parents, lorsqu'il est mineur, de déposer plainte auprès du procureur de la République, mais également pour les autorités constituées. Alors, ça inclut toutes les autorités publiques, puisque le ministère de la Justice a eu à se prononcer sur cette définition des autorités publiques, de faire état des crimes et délits dont il a connaissance et dont il doit faire état auprès du procureur de la République.
Et puis, il y a également une disposition, donc ça c'est le Code de procédure pénale, l'article 40, et puis il y a également deux dispositions du Code pénal qui là sont également applicables à quiconque, et c'est là où c'est important. Alors, ça comprend bien sûr les enseignants. Alors, je ne veux pas apporter une charge, on va dire, morale aux enseignants qui ont déjà beaucoup de choses à faire, mais pour autant, c'est une réalité. Le Code pénal prévoit que ces enseignants, dès lors qu'ils ont connaissance de faits graves, alors ça concerne les crimes, mais ça concerne également les mauvais traitements sur les mineurs ou les personnes vulnérables. Ça, c'est l'article 434-3. La modification n'a pas été faite, c'est pas grave. De signaler à la justice ces éléments. Alors, si vous avez des questions par rapport au crime, au délit, à la qualification juridique des faits, c'est un peu technique, mais vous pouvez quand même assez facilement vous référer au ministère de la Justice et au NATINF, ce qui veut dire nature de l'infraction, qui permet de voir à peu près tout ce qui est prévu dans le code pénal et qui pourrait relevé de ces articles du Code de procédure pénale et du Code pénal. Voilà. Bon, je suis en train d'alourdir le climat, mais on va quand même essayer de l'alléger. De manière générale, comme je vous le disais, il faut qu'on arrive à constituer une équipe gagnante. Et ce qui est sûr, c'est que de toute manière, il existe une obligation qui est faite soit au directeur de CFA public, soit au directeur de CFA privé, de signaler les cas qu'ils connaissent les plus graves, et donc d'extraire, entre guillemets, de prévenir les situations les plus graves. Alors, je voudrais finir quand même en disant, malheureusement, je ne peux pas tout dire, et bon, on verra avec le QR comment on pourra venir sur les questions, d'autres questions. Je voudrais finir sur donc, une note assez positive qui est celle de la déontologie élitée. Il faut savoir que la Convention internationale du travail prévoit que les inspecteurs du travail sont soumis à un devoir quasiment sacré de confidentialité des plaintes qui leur sont adressées. Donc cette confidentialité des plaintes, elle concerne bien sûr les victimes, mais elle peut être élargie. C'est un peu en filigrane ce que je vous dis. Et bien sûr, ce qui est sûr, c'est que nous sommes vraiment quasiment dans l'obligation de répondre aux situations les plus graves. Et je voudrais finir en disant quand même qu'on a eu récemment plusieurs cas. Donc, vous l'avez vu, augmentation mécanique du nombre d'apprentis et donc augmentation du nombre de situations qui ne vont pas. On a eu également, il n'y a pas que la santé, il n'y a pas que l'intégrité physique qui est touchée, on a eu également des cas récents de mise en cause de l'intégrité, on pourrait dire, mentale des jeunes, notamment dans les salons d'esthétique, avec des situations graves, d'attouchement, de propositions prostitutionnelles, des choses qui vont vraiment très loin, où on a dû donc suspendre les contrats. Et puis, on a également, alors je parlais des procédures pénales, je disais des voies administratives à la voie pénale, on a également des voies civiles qui sont assez fortes, et notamment à travers le référé hygiène-sécurité qui permet donc de retirer les jeunes des situations. Alors là, carrément, ça concerne carrément toute l'entreprise, hein, mais avec une situation qu'on a eue l'année dernière de deux jeunes stagiaires d'un lycée professionnel du bassin d'Arcachon qui étaient exposés à tout un tas de produits chimiques sans mesure de prévention dans des ateliers de sous-traitance de la construction navale. Donc voilà, tout ça pour dresser le tableau. Bien sûr, bon, mon exposé va trouver un prolongement dans l'intervention de Florence Fernet, mais je peux maintenant répondre à vos questions si vous en avez, et j'espère que j'aurai plutôt ouvert des portes que créé du malaise avec cet exposé. Voilà, merci. Merci, Monsieur Grandchamp, pour votre intervention. Effectivement, pouvoir faire remonter des questions. Yves, est-ce qu'il y a ou est-ce que vous voyez dans le chat des questions? La question, ici. Alors, une question de M. Herrero. Un réel problème pour les jeunes de moins de 15 ans qui peuvent démarrer la formation d'apprentissage. Alors, les jeunes de... Alors, vous avez raison. Attendez, je finis quand même. Sous convention de stage et qui ne peuvent accéder aux travaux réglementés. Oui, c'est vrai, mais s'ils sont en convention de stage, ils ne sont pas censés travailler. Donc, de fait, ils ne sont pas censés être exposés à des travaux dangereux et donc, ils ne sont pas concernés par la procédure des travaux réglementés. Excusez-moi, on n'a pas entendu la question. Si vous pouvez... Alors, je dois lire et faire la oui. réponse. D'accord. Oui, parce qu'on n'entend pas. C'est un héros, donc, ça me rappelle un autre héros, un certain Daniel. Un réel problème pour les jeunes de moins de 15 ans qui peuvent démarrer leur formation en apprentissage pour ceux ayant 15 ans avant le terme de l'année civile, pardon.
sous convention de stage et qui ne peuvent pas accéder aux travaux réglementés, quelle alternative possible? Donc, je répondais, il n'y a pas d'alternative puisqu'ils ne sont pas censés être exposés à ces travaux interdits qui sont interdits et qui peuvent être réglementés par les textes, hein, puisqu'il y a des textes précis. Mais si vous allez sur le lien que je vous ai communiqué, vous verrez, vous avez tous les éléments. Alors, une autre question de Gann, Gull, ou Can, Gull, pardon. La présence du maître d'apprentissage doit-elle être permanente auprès de l'apprenti? Exemple, dans le domaine des analyses en laboratoire alimentaire, des missions de prélèvement sur d'autres sites en sont proposées avec l'utilisation de véhicules de société dépassement en autonomie. Alors, c'est une question épineuse qui mérite interprétation. De manière générale, je dirais que le jeune ne doit jamais être seul. Lorsqu'il est majeur, il peut y avoir des cas dérogatoires, mais comment peut-il apprendre un métier? Comment peut-il avoir un geste professionnel s'il n'a pas un professionnel pour lui montrer? Donc, tout dépend, je dirais, du processus dans lequel est le jeune, à quel niveau de sa formation il en est, et sous quelle limite il peut être laissé seul en situation de travail. Mais de manière générale, il ne doit pas être seul, et son maître d'apprentissage, alors il n'a pas l'obligation d'être présent tout le temps avec lui, mais il a au moins l'obligation de mettre en place des garde-fous et, on va dire, des, des balises qui permettent de mettre le jeune en sécurité. Alors, Madame Mascara, Madame Luxon Mascara, est-ce que l'apprenti pourra valider son année malgré la rupture du contrat? Alors, tout à fait. Peut-être justifié. Ah, quelqu'un, d'accord. Quelqu'un okay, a répondu, très bien. donc confirmé ou infirmé, voilà. Très bien. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions qui s'adressent particulièrement à moi. Voilà. Qui vient d'arriver, ouais. Alors, ok. Nous parlons de CACES. Celle-ci, monsieur Meurgue, vous souhaitez, donc Hervé Meurgue. Nous parlons de CACES, mais des formations sur site à l'autorisation de conduite existent. Ces formations sont appliquées à la... Ouais, alors si ça bouge, je ne peux pas répondre. Je suis désolé. Là, vraiment, ça va trop vite. Si vous le souhaitez, on va mettre ça on verra ça avec le traitement des QR parce que Oui, là, oui, oui. c'est compliqué pour moi de faire les deux. Là. Merci. N'hésitez pas, en tout cas, oui, voilà, poser Voilà. des questions dans le chat parce qu'il y aura une foire aux questions et on reprendra effectivement plusieurs questions. Merci en tout cas, Monsieur Grandjean, hein, sur ce volet-là juridique, c'est important. Et nous allons aborder la question de la surveillance médicale des apprentis. Donc, Florence Fernet, qui est médecin inspecteur régional du travail à la DRES Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est à vous. Alors, je crois que est-ce que vous avez la main pour diffuser le diaporama ou est-ce que je continue? Allez-y, Je vais le non, faire on n'a passer. pas la main. On n'a pas la main Donc, ici. voilà, sur la question de la surveillance médicale des apprentis. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de me laisser cette intervention. Donc, je vais vous expliquer comment s'organise la surveillance médicale des apprentis, tout comme celle des salariés de manière générale, auprès des services de prévention et de santé au travail. Donc, les missions des services de prévention et de santé au travail, il y en a plusieurs. Donc, la mission principale, c'est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail et de contribuer à la réalisation d'actions de santé publique pour préserver au cours de leur vie professionnelle un état de santé du travailleur qui est compatible avec son maintien dans l'emploi. Le médecin du travail, lui, il conseille le salarié et l'employeur pour préserver la santé, la sécurité et favoriser le maintien dans l'emploi. Donc, comment ils font? Quelles sont les manières et les outils pour effectuer cette mission? Donc, tout d'abord, les services et donc les médecins et puis l'équipe dont je vous parlerai après conseillent les employeurs et les travailleurs. Ça, c'est important, hein, ce sont les conseillers des deux. Ils conseillent donc les employeurs et les travailleurs sur quoi? Sur les mesures qui seraient nécessaires pour éviter ou diminuer les risques professionnels, pour améliorer la qualité de vie et les conditions de travail, pour prévenir le harcèlement sexuel ou moral, prévenir la consommation d'alcool ou de drogue sur le lieu de travail, prévenir ou réduire les effets des expositions aux facteurs de risque professionnel, prévenir aussi la désinsertion professionnelle et contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs. Donc ça, c'est le rôle de conseiller. Ils ont aussi un rôle d'assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs au travers de visites médicales en fonction, cette surveillance sera ciblée en fonction
des risques auxquels sont soumis les apprentis. Il participe aussi au suivi et contribue à la traçabilité des expositions professionnelles, à la veille sanitaire, c'est-à-dire que si on remarque qu'il y a un nombre important de pathologies dans une entreprise ou dans un secteur d'activité, il va faire remonter ces informations-là au niveau régional. Il participe aussi à des actions de promotion de la santé sur les lieux de travail, dont par exemple des campagnes de vaccination ou de dépistage, des actions de sensibilisation au bénéfice de la pratique sportive et des actions d'information et de sensibilisation par rapport au handicap. Voilà tout le rôle des services de santé au travail et du médecin du travail. Comment ils sont... Attendez, excusez-moi, vous êtes allé un petit peu vite. Les différents types de services de prévention et de santé au travail que vous pourrez trouver, donc ça peut être des services autonomes lorsque l'entreprise a au moins 500 salariés à suivre. L'entreprise pourra ouvrir son propre service de santé au travail dans sa propre entreprise. Ce n'est pas une obligation, mais c'est possible à partir de 500 salariés. Lorsqu'on est sur des entreprises plus petites ou des entreprises plus grosses, mais qui ne veulent pas avoir leur propre service de santé au travail, les employeurs vont adhérer à ce qu'on appelle des services de santé au travail interentreprises, qui sont en fait des associations, loi 1901, associations d'employeurs, qui vont mutualiser les moyens pour préserver la santé des salariés. Alors, cette fois, vous pouvez... Et puis, on a les services qui sont très spécifiques au niveau agricole à la MSA. Alors, quels intervenants on va trouver dans des services de santé au travail? Donc, on a le médecin du travail dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va coordonner ce qu'on appelle une équipe pluridisciplinaire. Cette équipe, elle va comprendre plusieurs types de fonctions. Donc, vous allez retrouver l'infirmier en santé au travail qui va pouvoir faire des entretiens infirmiers et l'apprenti pourra potentiellement être vu par l'infirmier et non par le médecin, sachant que l'infirmier va travailler sous protocole avec le médecin du travail. Et on va pouvoir trouver des personnes qui vont se rendre en entreprise pour faire des évaluations de risque, pour faire des études de poste, analyser les conditions de travail. On va pouvoir trouver des techniciens en hygiène sécurité, des ergonomes, des toxicologues. On va aussi pouvoir trouver des personnes qui vont aider sur le plan social. Donc, on a des assistants, des assistantes sociales dans les services ou en tout cas en partenariat. On trouvera aussi des psychologues qui peuvent avoir une double fonction, c'est-à-dire aider dans le cadre du suivi de l'état de santé sur des consultations, mais aussi se rendre en entreprise pour aider à contribuer à améliorer les conditions de travail. Le suivi de l'état de santé va se dérouler avec plusieurs types de visites médicales qu'on va pouvoir voir. On a la visite médicale d'embauche. Comme tout salarié, l'apprenti bénéficie d'une visite lors de son embauche avec le médecin du travail ou un infirmier. C'est ce qu'on appelle une visite d'information et de prévention. Donc, dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle la VIP, ou un examen médical qui doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant son embauche. Je vous expliquerai dans quelles conditions on a l'une ou on a l'autre. On va pouvoir trouver des visites médicales d'aptitude en cours du contrat. L'aptitude peut faire l'objet d'une vérification, donc soit à l'initiative de l'employeur ou de l'apprenti, qui peut dire je souhaite revoir le médecin du travail, de son représentant légal, excusez-moi, du directeur du centre de formation et ou sur décision du juge suite à une demande de résiliation du contrat. Et il faut savoir aussi qu'il y a possibilité de faire des visites à la demande à tout moment. L'apprenti pourra solliciter une visite avec le médecin du travail dans le cadre d'un problème de santé qui va perturber le travail ou si le travail a des conséquences sur sa santé ou pendant un arrêt de travail afin de faciliter la reprise. Alors, on va pouvoir passer à la diapo suivante. Donc, le suivi de l'état de santé va être différent selon si l'apprenti est soumis à des risques particuliers. S'il l'est, on va entrer dans ce qu'on va appeler une surveillance individuelle renforcée. Donc, pour entrer dans cette surveillance individuelle renforcée, il faut que l'apprenti soit soumis soit à des postes à risque, soit, vous verrez dans la diapo d'après, à une situation particulière. Donc, les risques particuliers, c'est une exposition à l'amiante, au plomb, aux cancérogènes ou mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, au rayonnement ionisant
au risque hyperbare ou au risque de chute de hauteur lors d'opérations de montage ou démontage d'échafaudage. Donc, s'il est soumis à ces risques-là, il sera vu et il sera mis dans la rubrique surveillance individuelle renforcée. On peut passer à la diapo d'après. Il sera aussi dans le cadre d'une surveillance individuelle renforcée si le poste pour lequel l'affectation est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique par le Code du travail. C'est par exemple le cas de la conduite d'équipements de travail mobile automoteur et d'équipements de travail pour le levage. Les jeunes qui seraient exposés à des travaux dangereux, ceux-ci sont listés dans le Code du travail. On ne décide pas comme ça que c'est un travail dangereux. À de l'habilitation électrique ou à de la manutention manuelle inévitable et des aides mécaniques qui ne peuvent pas être mises en œuvre. Voilà, donc dans ces cas-là, on sera soumis à une surveillance individuelle renforcée. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? On va regarder ça sur la diapo d'après. Donc, selon l'âge de l'apprenti et selon s'il est soumis à une surveillance individuelle renforcée, il y aura plusieurs types de visites médicales. Donc, on va avoir une visite d'information et de prévention qui, elle, aura lieu dans un délai de 2 mois qui suit l'embauche si le salarié, enfin l'apprenti, pardon, a plus de 18 ans et qu'il n'est pas soumis à des risques particuliers. Donc, dans ce cas-là, on lui délivrera une attestation de suivi. S'il a 18 ans, mais qu'il est affecté à un des postes qu'on a vus sur les 2 précédentes diapositives, il aura ce qu'on appelle le suivi individuel renforcé avec un examen médical, avec un avis d'aptitude avant l'affectation au poste. Donc là, il ne pourra pas être vu par un infirmier ou une infirmière. S'il a moins de 18 ans et qu'il n'a pas de risque particulier, il aura la visite d'information et de prévention, mais avant l'affectation au poste, non pas comme tout à l'heure, dans les 2 mois. C'est la différence entre les plus de 18 ans et les moins de 18 ans. Et s'il a moins de 18 ans et qu'il est affecté à un des postes à risque dont on a parlé tout à l'heure, pareil, ça sera un examen médical d'aptitude avant l'affectation au poste. Il y a le cas particulier aussi du travail de nuit, où il aura une visite d'information et de prévention, mais avant l'affectation au poste. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, à tout moment, il peut y avoir un examen médical au cours du contrat pour vérifier l'aptitude, par exemple, à l'initiative de l'employeur, parce que l'employeur pense qu'il y a un problème de santé, qu'il y a un retentissement sur le travail, ou que le travail a un retentissement sur sa santé, à l'initiative de l'apprenti, de son représentant ou du directeur de centre de formation. Il ne faut pas hésiter à faire des demandes de visite pour refaire le point. Il y aura aussi des visites s'il y a des arrêts maladie. Je n'ai pas voulu alourdir les choses, des visites de reprise et de pré-reprise. Je vous ai fait dans la diapo d'après un petit logigramme qui est un petit peu plus simple. Donc, si vous avez une surveillance individuelle renforcée, c'est ça qu'il faut regarder. Si c'est oui, dans ce cas-là, c'est un examen médical d'aptitude avant l'affectation au poste. Si ce n'est pas le cas, ce qui est important, c'est regarder l'âge de l'apprenti. Les moins de 18 ans auront une visite d'information et de prévention qui peut être faite par un médecin ou par un infirmier avant l'affectation au poste. S'il a plus de 18 ans, c'est cette même visite, mais qui pourra être faite dans les 2 mois qui suivent l'affectation au poste. Voilà pour faire un petit état des lieux du suivi médical et du rôle des services de prévention et de santé au travail dans le cadre du suivi des apprentis. Merci, Madame Fernet. Euh, est-ce qu'il y a des questions, des remarques concernant justement votre présentation sur la surveillance médicale des apprentis? Alors oui, Alors, il y a surtout une question qui porte sur le fait de la difficulté d'obtenir les rendez-vous. Donc, quoi faire et quel risque? Alors, effectivement, la démographie des médecins du travail n'est pas forcément très favorable en ce moment, mais comme toute démographie médicale, quelle que soit la spécialité, même pas la spécialité d'ailleurs. Donc, effectivement, c'est compliqué d'avoir des visites. Votre rôle à vous, c'est de faire la demande de visite d'un point de vue réglementaire, entre guillemets. Après, c'est au service de prévention et de santé au travail de répondre à cette visite, mais vous ne pourrez pas faire plus si ce n'est de relancer le service de santé par rapport à ça. très bien. D'autres questions?
Une autre question, est-ce que les visites médicales pour les apprentis sont payantes? Alors, bien sûr, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui soient gratuites. Alors, elles sont payantes, c'est une cotisation hein, en fonction. Alors, chaque service de santé au travail a son fonctionnement, a son règlement intérieur par rapport aux cotisations. Mais sachez que ce n'est pas la visite médicale qui est payante, c'est le suivi qui est payant. C'est-à-dire que l'apprenti soit vu une fois en visite d'embauche et plus jamais au cours de son cursus, ou doivent être vus tous les mois parce qu'il y a un problème de santé et qu'il faut le voir, ça sera le même prix. D'accord? C'est une cotisation pour un service rendu. On ne paye pas à la visite. De même que vous ne payerez pas l'intervention de l'ergonome ou du toxicologue qui viendra dans l'entreprise pour aider à améliorer les conditions de travail, etc. Tout ça, c'est un forfait. Une autre question concernant les obligations des CFA en termes de visite médicale. Alors, les obligations des CFA, c'est ça? Oui. Bah, ils doivent faire la demande de visite. Enfin, après, normalement, c'est l'employeur. Oui, tu sais mieux répondre que moi parce que ça va dépendre de la situation. Alors, lorsque le CFA est employeur, c'est bien sûr au CFA de faire passer les visites. En situation de... Lorsque le jeune n'est pas en contrat, qui n'a pas d'employeur, c'est effectivement au CFA à faire vérifier son aptitude pour l'utilisation d'équipements dans les différentes situations auxquelles il peut être exposé. Merci. Une autre question, que faire quand l'employeur ne paie pas la médecine du travail? Peut-être qu'il peut signaler. Alors justement, ça fait partie des choses. Pardon Florence. Non, mais alors, justement, ça fait partie des choses. Alors, il y a une différence entre ne pas payer et ne pas faire convoquer les salariés. Ne pas avoir de démarche active permettant au service de santé au travail de convoquer le salarié, c'est une chose. Ne pas payer le service de santé au travail, c'en est une autre. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que le service de santé au travail, à partir du moment où il a des non-paiements, il va finir par ne plus accepter donc l'entreprise. Et donc là, c'est quasiment une démarche délibérée. Enfin, c'est comme si c'était une démarche délibérée de l'employeur de ne pas faire passer des visites. Donc, on distingue ces deux cas, mais je dirais que si le fait de non payer aboutit au fait que le salarié ne soit pas suivi, il y a possibilité d'engager des sanctions par les services de contrôle pour que la visite soit effective. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou J'ai vu une question passer sur est-ce que oui. le CFA doit être en possession de la visite médicale. Alors, pour nous, en tant que médecin, il n'y a pas d'obligation. Nous, on doit remettre un feuillet à l'employeur, donc à celui qui cotise et au salarié, mais rien ne vous empêche de demander une copie de cette visite au salarié. Ça paraît très, très logique. D'accord. Bon, merci pour ces échanges. S'il n'y a pas d'autres... On voit aussi un avis Oui, défavorable. Il y a allez-y. peut-être défilé. Peut-il Oui. entraîner une rupture de contrat? Il faut savoir que le rôle du médecin du travail n'est pas de mettre inapte. Le rôle du médecin du travail, c'est d'essayer de favoriser le maintien en emploi et de tout faire pour préserver l'emploi. Parfois, c'est impossible et donc on en arrivera à une inaptitude, mais ce n'est pas l'objectif. Très bien, donc voilà, je vous propose de passer l'intervention suivante et bien sûr, on reprendra hein, d'autres questions qui voilà vous aurez posées dans la foirogation. Donc l'autre plan, donc c'est sur la prévention par le plan santé au travail. Marie-Christelle Granet, hein, qui référente PRST, mais vous allez expliquer ce que c'est. PRST, c'est le plan régional de santé au travail, j'imagine, de l'adresse Nouvelle-Aquitaine. Et voilà, Madame Granet, je vous laisse poursuivre hein, sur le plan de santé au travail. Normalement, vous avez la main sur le défilement du diaporama. Hein. Normalement, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas de mon côté. Si, c'est bon.
C'est bon? Allez, c'est parti. Donc, je vais vous donner quelques éléments de contexte et de contenu en ce qui concerne la politique de santé au travail, et notamment celle qui concerne la cible qui nous occupe cet après-midi, donc les apprentis. Tout d'abord, vous l'aurez compris, hein, cela a été largement évoqué par mes prédécesseurs, le public des jeunes, dont font partie les apprentis, est un public prioritaire du plan santé-travail et du plan de prévention des accidents du travail graves et mortels. Alors, le plan santé-travail, qu'est-ce que c'est? Et c'est un plan pluriannuel qui constitue depuis 2005 la feuille de route des pouvoirs publics en matière de santé au travail. Ce plan, il est co-construit avec l'État, la sécurité sociale, tous les organismes de prévention ainsi que les partenaires sociaux. Alors, qu'en est-il de son architecture à ce plan, puisque nous sommes maintenant à la 4e mouture, hein, le 4e plan santé au travail a été sorti en décembre 2021. Alors, ça ne passe pas de mon côté, mais... Voilà, donc l'architecture de ce 4e plan, très rapidement, il est organisé autour de 4 axes stratégiques qui sont eux-mêmes déclinés en 10 objectifs opérationnels. Je ne vais pas vous faire le détail, hein, mais vous pouvez retrouver très facilement ce plan en cherchant sur Internet. Vous verrez toutefois que dans ce 4e plan, cette 4e mouture qui date de fin 2021, on a un axe transversal qui est dédié à la lutte contre les accidents du travail graves et mortels. Cet axe transversal fait lui-même l'objet d'un plan donc de prévention des accidents du travail graves et mortels. Donc, c'est la première fois que cette thématique de la prévention et de la lutte contre les accidents du travail graves et mortels intègre les plans santé-travail. Alors, pourquoi justement est-ce qu'on a un plan sur la prévention des accidents du travail graves et mortels, puisqu'on a constaté l'atteinte depuis une dizaine d'années d'un seuil plancher en matière de diminution du nombre d'accidents du travail graves et mortels en France. Alors, je ne sais pas si vous le savez, vous l'avez peut-être vu lors d'une campagne de communication qui a été diffusée à l'automne, que chaque jour en France, 2 personnes meurent au travail et 100 personnes sont blessées gravement. D'où ce plan qui vise à renforcer la mobilisation des forces vives de la prévention en faveur de la réduction de la sinistralité. Donc là, on parle des apprentis, mais aussi de l'ensemble des salariés, tout public confondu. Donc, ce plan qui vise à diminuer, à lutter contre la survenue de ces accidents du travail graves et mortels vise notamment des publics qu'on appelle des publics prioritaires qui sont surreprésentés en matière de sinistralité. Alors, quelles sont ces victimes et quel est ce public prioritaire? Les ouvriers qui sont davantage concernés, les intérimaires, les travailleurs détachés et autres statuts d'emploi précaires qui constituent un public plus vulnérable. Les TPE, qui sont également davantage concernés par les accidents du travail graves et mortels. Et donc là, on va retrouver notre public des jeunes qui est aussi un public vulnérable. Et donc, on a tout un tas de mesures dans le plan santé, dans le plan de lutte contre les accidents du travail qui va viser ce public des jeunes et notamment des apprentis. Alors là, je ne vais pas trop revenir sur ces chiffres qui vous ont été présentés tout à l'heure. Donc, pourquoi les jeunes sont un public? Cécile Farou a repris ces chiffres, donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà, juste des chiffres qui sont préoccupants pour les moins de 18 ans, un taux de fréquence plus important, le fait qu'être formés, les jeunes qui sont formés ont 2 fois moins d'accidents du travail que les autres, tout cela qui a été présenté précédemment. Alors concrètement, qu'est-ce qui découle de ce plan santé, de ces 2 plans dont je vous ai parlé pour notre public? Donc là, je vous ai listé quelques exemples d'actions pour vous donner quelques éléments. Certaines actions, certaines mesures ont déjà été travaillées, sont déjà mises en place ou diffusées, et d'autres mesures sont en cours ou vont voir le jour dans les mois et années qui vont venir. Donc, ces mesures, elles ne concernent pas exclusivement le public des apprentis, elles concernent le public des jeunes plutôt, mais les apprentis peuvent faire partie, bien sûr, de cette cible. Donc, tout d'abord, vous avez peut-être vu passer, il y a 2 mémentos qui ont été réalisés et diffusés. L'un à destination des employeurs qui accueillent des jeunes en formation professionnelle et l'autre à destination des jeunes qui sont, eux, en situation professionnelle. Ces mémentos, ils ciblent les jeunes travailleurs, donc apprentis, stagiaires, mais aussi élèves de lycées professionnels ou nouveaux embauchés. Ils ont été réalisés par le ministère du Travail, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui de l'INRS et de l'OPP-BTP.
Ces documents, ils se veulent synthétiques et ils visent à diffuser les messages clés en matière de santé, sécurité et conditions de travail avant et lors de l'arrivée du jeune en formation. Donc, il y a deux volets, hein, le volet employeur qui est fait sur un recto, un verso, et le volet à destination des jeunes, donc plus synthétique sur un recto seulement. Donc, ces ressources, vous pouvez les utiliser. Elles sont sur Internet, pareil, et vous aurez le diapo, hein, les petits liens qui vont bien pour retrouver ces deux documents. Autre action inscrite et en cours de travail, la réalisation d'une étude qui vise à réinterroger le cadre des travaux réglementés qui vous a été présenté tout à l'heure par M. Grandjean, afin de mieux protéger les jeunes. Cette étude, elle est pilotée par la Direction générale du travail avec la DRETS de Bretagne. Et il s'agit là d'ouvrir la réflexion sur le sujet des travaux réglementés et de déterminer s'il est nécessaire ou non de prévoir des autres mesures. Donc là, ce travail de réflexion, il est en cours, donc je ne peux pas vous apporter d'éléments complémentaires aujourd'hui, mais en tout cas, ce sont des choses qui sont travaillées actuellement. Figure également dans le plan de prévention des accidents du travail graves et mortels, une mesure qui vise à renforcer le contrôle pédagogique de l'apprentissage. En effet, afin de s'assurer de l'effectivité de l'enseignement en matière de santé et de sécurité au travail tout au long du parcours d'apprentissage, dans le cadre du contrôle pédagogique de l'apprentissage, contrôle qui échoit conjointement au ministère en charge de l'éducation nationale et aux commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation, il est prévu, dans le cadre de ce plan, dans un premier temps, que l'OPP-BTP s'associe aux travaux engagés pour ajouter une dimension santé-sécurité à ce contrôle pédagogique. En cas de besoin identifié suite à cela, l'OPP-BTP pourrait proposer un accompagnement aux établissements du secteur du BTP dans le cadre des suites données au contrôle. Et dans un deuxième temps, donc sur cette mesure toujours, il s'agira d'élargir ce dispositif à d'autres secteurs d'activité, donc autres que le BTP, hein, en fournissant des grilles de diagnostic et en formant les auditeurs en charge du contrôle. Je passe à la slide suivante. Donc, toujours pour vous donner de la vision sur ce qui est en cours de réflexion, en cours de travail au niveau national. L'intégration d'un volet santé-sécurité dans les conventions de stage des élèves dans le cadre des périodes en milieu professionnel. Donc, cette mesure, elle vise initialement les élèves des lycées professionnels pour mieux les sensibiliser à la santé, sécurité et conditions de travail. Et il est prévu qu'elle soit par la suite transposée aux jeunes formés en alternance dans les CFA au moment de la signature de la convention tripartite. Toujours un autre volet de mesures qui va également reprendre certains éléments qui vous ont été présentés tout à l'heure par notre collègue de la CARSAT Aquitaine. Donc, tout un volet qui vise à renforcer la communication à destination du public des jeunes en essayant de s'adapter à cette cible. Donc, on a parlé de la web-série Mortel ton taf de l'INRS, aussi des affiches sous format super-héros, là que j'ai remis un petit peu en dessous. Pareil, hein, vous pourrez cliquer dessus et le retrouver. L'opération 100 minutes pour la vie dans le secteur du BTP. Donc voilà, tout un volet qui vise à mieux communiquer à destination de la cible du public des jeunes. Et donc, de nouvelles mesures depuis le mois d'avril 2024 qui confirment toujours le fait que ce public doit faire l'objet d'une attention particulière. Donc, nouvelles mesures qui viennent d'être annoncées. La première, mieux informer et outiller le réseau académique professionnel et les personnels en établissement sur les enjeux de la santé et de la sécurité au travail, des jeunes en formation professionnelle, et développer les interventions du système d'inspection du travail sur la santé et la sécurité au travail auprès des jeunes directement avec la mise en place d'un groupe de travail national sur ce sujet. Et cette mesure visera dans un premier temps les lycées professionnels. Donc voilà un petit peu sur tout ce qui est prévu dans ces plans nationaux et qui sont en cours de travail. Donc, ce plan national santé au travail, ce PST, est décliné dans chaque région dans ce qu'on appelle les PRST, donc plans régionaux de santé au travail. Le but, c'est d'adapter ces plans aux spécificités territoriales. Et ces plans, ils sont co-construits avec les acteurs régionaux de la santé au travail, les partenaires sociaux régionaux, etc. Ces plans, ils sont pilotés par les DRETS.
Je vous ai fait, pour avoir une vision un petit peu d'ensemble, hein, puisque là, on n'est pas là pour parler de la Nouvelle-Aquitaine, mais bien de tout ce qui se passe en France, un petit tour de France non exhaustif des actions des PRST qui peuvent concerner la cible des apprentis, hein, pour vous montrer qu'on a les actions nationales, mais aussi au plus près des territoires, des actions régionales qui touchent cette cible. Donc, il y a plusieurs guides qui ont été faits sur la santé au travail des apprentis, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire. Donc, vous pourrez les retrouver toujours pareil en cliquant dessus. Le contenu est à peu près le même. On a le déploiement de la démarche TutoPrev dont vous parlez tout à l'heure, Madame Farou, auprès des entreprises accueillantes des apprentis en Corse. La réalisation d'un questionnaire auprès des apprentis pour mieux identifier les conditions de travail de leur point de vue, leur niveau d'information et de formation sur les risques professionnels et le suivi de l'état de santé dans les Hauts-de-France cette fois-ci. On a l'Île-de-France qui a réalisé un webinaire sur la santé et la sécurité des jeunes apprentis. Pardon. Oula. On a des vidéos dans les Hauts-de-France qui ont été faites à destination des stagiaires et des apprentis. Je vous ai mis le lien, vous pourrez les retrouver sur YouTube. En Nouvelle-Aquitaine, on va travailler à sensibiliser les jeunes aux risques routiers liés à l'utilisation des mobilités douces, mobilités alternatives, hein, puisque ce public est concerné notamment par ce risque routier professionnel. Et pardon, je ne vois plus. Voilà, donc vous voyez toutes différentes actions qui sont menées dans les différents plans régionaux de santé au travail. Voilà en ce qui concerne donc ce plan santé, sa déclinaison dans les régions. Oui, merci Marie-Christelle Granet, en tout cas pour avec les nombreuses ressources hein, qui sont à disposition. Alors on est dans les temps hein, au niveau du timing hein, sur ce webinaire d'1h30. Peut-être répondre à quelques questions, en tout cas remarques, hein, mais vous avez été là, il y a de nombreuses ressources avec le plan, également les ressources sur les différentes régions. Alors, peut-être que vous avez accès au chat, sinon mon collègue Yves peut être faire remonter des questions ou des remarques sur votre intervention et les plans de santé au travail des différentes régions de France. Alors, est-ce qu'il y a des remarques ou des interventions? Moi, je ne vois pas le chat. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions particulières, mais je n'ai pas accès non plus. Sur les plans santé, en tout cas. Bon. Donc, en tout Confirme cas, qu'il y a voilà. des questions. Oui. Pas de Oui, questions que je Christophe, vois il n'y a personnellement. pas, non, il y a pas grand-chose comme question. De D'accord. plus qui sont arrivés. La dernière Alors, question, là, c'était sur l'ESST. Est-ce que la charge de la formation de l'apprenti peut être affectée à l'entreprise sans utiliser la NPEC? A priori, il y a M. Armerdi qui a répondu en disant qu'à son sens, non, mais peut-être à confirmer. Alors, je confirme, hein, il y a ah, les qualifications font partie des diplômes, hein, des diplômes professionnels. J'ai mis dans le chat la liste, un tableau où il y a à la fois les diplômes professionnels et les qualifications qui doivent être passées dans le cas du diplôme. Évidemment, si ça fait partie du référentiel de compétences du diplôme, c'est à dispenser dans le cadre du CFA. merci Cécile Clément Farou. Alors voilà, vu qu'on est dans les temps, peut-être que si voilà, s'il y a d'autres remarques, d'autres interventions, peut-être sur l'ensemble des interventions. C'est vrai qu'on a eu en tout cas des interventions complètes, hein, donc avec l'aide de la DREETS Nouvelle-Aquitaine et de la CARSAT, hein, avec toutes les ressources qui seront à disposition et donc les supports hein, vous seront transmis avec les différents liens. Alors, Yves, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les Et différentes interventions en fait, hein? une autre question. Depuis début 2024, on entend parler de référent santé au sein des CFA. Est-ce une obligation à venir d'en désigner un? Et pour complément de question, pour un CFA hors les murs, est-ce au CFA de porter ce référent
ou délégation aux OFA qui accueillent les apprentis. Alors, qui peut répondre à la question du référent, la question d'un référent santé dans les CFA? Est-ce que vous avez entendu parler de référent santé? Fabien et docteur Fernet, sur cette notion de référent santé? Ouais, c'est clairement plus une question qui concerne les services emploi de la DREET et leur connaissance des évolutions juridiques. Alors moi, j'en connais une actuellement hein, qui concerne plutôt les OPCO, puisqu'on voit qu'il y a il y a 4 projets de décret actuellement hein, qui ont été soumis à la Commission nationale de la formation professionnelle, de l'emploi et de la formation professionnelle. Des projets de décret qui concernent plutôt le renforcement des moyens de contrôle, entre guillemets, des OPCO pour être en amont donc des situations, de manière à ce que les référentiels de formation, ben, d'une, prévoient la sensibilisation au risque, et de deux, que les contrôles, les contrôles pédagogiques soient un peu plus fréquents et plus organisés. Mais sur les obligations des CFA en propre, ça, je ne sais pas si ça fait partie de ces projets de décret, mais moi, je n'en ai pas connaissance. Alors, je vois dans Merci. le chat qu'il y a un guide là qui est évoqué, qui a été mis là par Madame Guédon, c'est ça? Non, alors je suis désolée, je sais pas, fonctionne mal, mais il y a un guide effectivement qui a été produit par le ministère du Travail qui parle de la promotion de la santé chez les apprentis et qui vise les référents santé des CFA. Et donc là, c'est toute une série de fiches qui visent à donner des clés de repère sur, par exemple, comment accompagner un jeune qui va avoir des propos suicidaires ou qui va avoir des addictions, etc. Et donc, dans ce guide, effectivement, il y a la mention du référent santé du CFA. Mais on se rapprochera peut-être de nos collègues du pôle 3E pour répondre davantage sur ce point dans le question-réponse. Oui, dans le Oui, fort aux on questions. approfondira cette question. On approfondira cette question, effectivement, parce que c'est important. Si vous permettez, il y a c'est pas une question, c'est une remarque d'un participant sur le fait, sur la densité des informations qui ont été données cet après-midi. C'était juste pour préciser que l'exercice, bien sûr, amène à être très dense sur toutes ces questions qui ont été soulevées, aussi bien sur les aspects juridiques que pratiques avec le suivi de la santé. Il faut bien voir que là-dessus, au-delà de l'information qui est donnée, nous, notre souhait, ça a été rappelé aussi en introduction, qu'on puisse avancer sur ces questions de santé, sécurité, notamment des apprentis, si on n'oublie pas tous les autres jeunes travailleurs également. Et l'idée, c'est qu'on puisse, avec nos collègues qui gèrent directement les questions d'apprentissage sur le plan de l'emploi, c'est qu'on puisse aussi avancer avec les CFA et les entreprises sur ces questions-là, sur chacun des territoires nationaux, parce que l'enjeu, il est là derrière. Hein. Et avancer, ça veut dire se voir, et ça veut dire, au-delà de l'information, aller sur des choses extrêmement concrètes. On a des outils pour ça. Hein. On a notamment le plan régional santé au travail, mais il n'y a pas que ça. Il y a charge pour nous de pouvoir avancer concrètement sur ces questions-là. Je pense notamment aussi aux exemples qui ont été donnés en matière d'accident du travail. Alors, certes, c'est la partie un peu pathologique de l'édifice, mais véritablement, ça suscite, ça doit générer, au-delà de l'information, des actions très pratiques de territoire, qu'on puisse les développer, notamment avec les CFA. L'enjeu, il est là. Très bien. Merci, Monsieur Fa, pour cette intervention. Je vais laisser la parole à Cécile Réveil-Dangradi hein, du réseau des Cariforef. Donc, mais auparavant, dans le chat, vous trouverez, alors Yves pourra poster le lien, un petit questionnaire très rapide hein, sur questionnaire de satisfaction concernant ce webinaire-là. Merci de pouvoir le compléter avant la fin du webinaire. Voilà, si vous le pouvez, hein, c'est important en même temps pour nous et de recueillir vos remarques. En conclusion, sauf si Monsieur Fabre, est-ce que vous voulez rajouter autre chose ou Non, non, pas d'autre élément que ce que je viens Très de bien. dire à l'instant, et sauf pour dire que c'est une excellente initiative, je trouve, de passer ces informations et de pouvoir ensuite préparer un après, si je puis dire, dans chacune des régions. Et pas que en Nouvelle-Aquitaine, bien sûr. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur Fabre. Et voilà, comme vous le disiez, donc toutes les ressources hein, seront en disposition, et Cécile va sans doute le préciser, hein, mais sur le site du réseau des Cariforef, donc sur le site des différents Cariforef, hein, dont notamment Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine,
et sur le site du réseau des Cariforef sont toutes les ressources sur les différents webinaires qui ont eu lieu cette année et qui auront lieu dans les mois suivants. Toutes les ressources sont à disposition, en tout cas, et avec les partenaires. Cécile, c'est à toi. Oui, je ne vais pas vous prendre bien longtemps là non plus. Donc, juste pour vous dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on intervient sur deux axes. Le premier axe, donc, ce sont des kits ressources animées qui sont disponibles sur le site. Donc là, vous avez les deux qui sont présents actuellement, le kit ressources sur le handicap, le kit ressources sur l'égalité, la mixité et la diversité. Et en fait, vous avez un scoop aujourd'hui. Nous avons mis en ligne hier le troisième qui porte sur la mobilité internationale. La communication sur les réseaux sociaux se fera la semaine prochaine. Donc voilà, vous êtes prévenus en priorité. Bravo d'être venus et d'avoir tenu jusque-là. Les kits sont nationaux avec des informations nationales donc, qui concernent tout le monde. Mais ensuite, on rajoute à l'intérieur les kits régionaux au fur et à mesure où nos collègues des Cariforef réalisent les kits régionaux avec des contacts régionaux, etc. Donc, on reste ancré dans le territoire pour vous donner ces informations. Donc, les prochains kits ressources porteront sur les droits et devoirs des apprentis, mais aussi sur la santé et la sécurité. Ensuite, il y en aura un probablement. C'était la diapo précédente, Christophe. Ouais, super. Sur la cohérence de la formation à distance et l'évaluation. En fait, on a regroupé les 14 missions. On ne fait pas 14 kits, on en fait 7 ou 8, je crois, parce qu'il y a des thématiques qui sont très, par exemple, l'égalité, la mixité, la diversité, c'était 3 thématiques différentes. Et nous, pour les ressources, il y a souvent des lois qui sont les mêmes, en fait, puisqu'elles parlent des 3 thèmes. Et donc, c'était plus simple pour nous de les regrouper. Donc, c'est pour ça qu'il y a les 14 thématiques sont regroupées. Donc là, voilà, vous avez tous les prochains kits. Et maintenant, Christophe, si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, les prochains webinaires. Donc, le prochain webinaire, ce sera en septembre. Donc, on vous laisse tranquille pour les vacances, mais on reprend à la rentrée. Ça portera donc sur la prévention des discriminations et l'accès à l'apprentissage pour les habitants des quartiers politiques de la ville. En octobre, donc, vous en aurez un sur la formation à distance. En novembre, un sur comment accompagner les postulants et rupturants dans la recherche d'employeurs. Et enfin, on clôturera l'année avec comment accompagner les apprentis sur le plan social et matériel pour pouvoir sécuriser leur parcours. Juste deux petits points qui n'ont pas de diapo, hein, Christophe, pas d'affolement. Deux petits points à vous dire. Si vous voulez être mis au courant des différentes informations, quand vous vous inscrivez, il faut bien donner votre accord pour figurer sur la liste de diffusion du réseau des Cariforef, parce qu'après, nous, on peut vous envoyer des informations complémentaires. Cette liste, elle reste que pour nous, elle reste dans le réseau, elle est diffusée on n'a pas de partenaire, on ne la vend pas, on n'en fait rien. C'est juste pour nous, pour pouvoir vous donner des informations. Donc voilà, et en plus, elle va nous servir cette liste parce qu'on est en train de construire un système d'open badge pour attester de votre engagement en tant que CFA dans ce programme de professionnalisation. Et donc, quand on aura fini de mettre en place, on est en train de faire un gros truc avec une plateforme, quelque chose d'apprenant et tout. Enfin, bon, voilà. Quand on aura fait ça, on vous contactera via cette liste, cet accord que vous aurez donné, pour que vous puissiez récupérer vos badges le cas échéant. Voilà, donc moi j'en ai fini. Je vous donne rendez-vous pour le 24 septembre et je vous souhaite de bonnes vacances. Merci beaucoup Cécile et merci en tout cas tout le travail donc présenté par la DRETS Nouvelle-Aquitaine, le pôle travail à l'équipe de Monsieur Famre et de la CARSAT également Nouvelle-Aquitaine. Voilà, alors on est vraiment dans le timing, c'est parfait. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, remarques, à la prochaine fois, comme l'a dit Cécile, au prochain webinaire, donc le 24 septembre, par nos collègues du Carif OREF Hauts-de-France, C2RP. Bonne journée à tous. Voilà, au revoir. Au revoir et merci.